Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui je continue ma série sur les clans de Vampire la Mascarade 5e édition pour vous parler d'un autre des 14 clans officiels de Vampire la Mascarade, soit les Ventrus. Les Ventrus sont pas appelés le clan des rois pour rien. Donc, ils choisissent soigneusement leur progéniture parmi les mortels familiers avec le pouvoir, la richesse et l'influence. Donc, les Ventrus se présentent comme des aristocrates du monde des vampires. Leurs membres sont censés assumer le commandement autant que possible et ils sont prêts à endurer des tempêtes simplement pour le plaisir d'être sur le front. Les Ventrus sont depuis longtemps considérés comme une des lignées les plus fières. Donc, ces membres travaillent dur pour maintenir la réputation d'honneur, le comportement distingué et de leadership. Un sentiment de noblesse obligé imprègne depuis longtemps le clan, accompagné de la conviction sincère que les Ventrus savent ce qui est le mieux pour chacun. Non seulement ils se considèrent comme le clan le plus ancien, mais ils se considèrent aussi comme les exécutants de la tradition, les dirigeants légitimes de la société vampirique. Ils ont longtemps été issus des rangs de la noblesse ou du moins des privilégiés, que ce soit on parle des rois, des princes marchands, mais ils ont également été connus comme des chevaliers, des seigneurs de guerre qui cherchaient à vivre selon les lois de la chevalerie et du devoir. Donc, les Ventrus sont adaptés pour remplir les rôles de leadership à travers les âges et dernièrement, on pourrait dire dans la modernité, ce sont les politiciens, ils occupent le rôle de politicien beaucoup plus que le rôle de guerrier. C'est davantage les PDG que des seigneurs de guerre, on pourrait dire. Donc, il reste le clan le plus fervent, le plus partisan de la Camarilla et de la Mascarade aussi, qui estiment que ce sont deux institutions, la Camarilla et on pourrait dire les traditions de la Mascarade, qui sont les moyens les plus sûrs de protéger les vampires des masses mortelles qui sont croissante, donc la population mondiale ne cesse d'augmenter, et ce qui permet aussi aux vampires, principalement aux Ventrus, de garder leur propre pouvoir. Donc pour les Ventrus, ils se considèrent les héritiers légitimes du pouvoir et du commandement. Les Ventrus ont occupé plus de postes de pouvoir que n'importe quel autre clan vampirique, en tant que roi-dieu de l'ancienne Babylone, actionnaire majoritaire, bailleur de fonds de campagne à l'ère moderne, ils ont tenu les rênes du pouvoir aussi longtemps qu'ils le pouvaient. Dernièrement, leur statut a commencé à décliner, donc les Ventrus sentent que leur pouvoir, que le temps leur est compté, que leur privilège leur glisse entre les doigts. Donc la plupart des Ventrus vont resserrer leur emprise sur ce qu'ils ont, prêts vraiment à combattre le croc et griffe pour garder le contrôle qu'ils ont. Le clan Ventru est depuis longtemps le chef de la Camarilla, même après avoir perdu là, son représentant le plus éminent, Aderstat, qui a été tué par un Brujah là, quand ces derniers ont quitté la Camarilla. La majorité des membres du clan estiment que la force, la tradition et du lignage est ce qui place au-dessus des autres clans vampires. Malgré cette conviction-là d'être à la tête de tous les vampires et de mériter tout ce pouvoir, les Ventrus restent prudents. Ils vont vraiment se fondre, je devrais dire plutôt, dans l'humanité, dans les coulisses. Il y a un certain ressentiment qui grandit par la nécessité donc d'être dans les ombres et de tirer les ficelles derrière le rideau et de ne plus être à l'avant-plan comme les rois pouvaient l'être, par exemple. Mais c'est vraiment crucial pour eux de restreindre leur rôle à celui de chef dans les coulisses pour être capable de maintenir la mascarade. Un PDG qui vit qui est à la tête, qui fait la une des journaux depuis 200 ans, ça peut éveiller des soupçons. Donc, il y a une importance maintenant d'assumer le pouvoir dans les ombres. Donc, les Ventrus vont vraiment constituer l'establishment en que tant d'autres vampires, dont les Brujahs,
tentent de détruire. Ils établissent, ils maintiennent les règles, ils punissent ceux qui respectent pas les dites règles, et principalement les traditions de la mascarade, vont occasionnellement accorder des friandises, des petits bonus, des petites sanctions positives à ceux qui respectent les règles pour les encourager à rester dans les rangs. Donc, ceux qui n'aiment pas leur méthode les traitent souvent de tyrans, carrément. Cependant, sans eux, on pourrait dire presque objectivement, là, la Camarilla et par conséquent la mascarade serait tombée depuis longtemps. Donc, les Ventrus sont un peu ce ciment-là qui maintiennent la Camarilla et la société vampirique telle qu'on la connaît. Les disciplines auxquelles ont naturellement accès, oui, les Ventrus, et la manière dont ils les utilisent habituellement, on retrouve premièrement la domination. La domination est utilisée pour guider les masses qu'ils dirigent, qu'il s'agisse de vampires ou de mortels. Donc, ça sert aussi lors de la chasse pour forcer un mortel à montrer son coup ou à protéger carrément la mascarade dans une situation qui tourne mal. La force d'âme permet aux Ventrus de résister aux tempêtes lorsqu'il y a un combat, donc, surtout contre eux. Le pouvoir leur sert principalement à résister à l'adversité. Finalement, la présence est vraiment l'alternative au contrôle mental qu'offre la domination. Donc, c'est utilisé pour influencer les tribunaux, pour, on pourrait dire, aussi influencer leurs fidèles partisans pour qu'ils les adorent encore plus. Quelle que soit leur approche peu éthique, les Ventrus vont utiliser la présence pour parfois intimider, mais souvent charmer leur proie, autant pour se nourrir que pour solidifier leur clan. Le fléau du clan est ses goûts raréfiés. Donc, lorsque les Ventrus boivent le sang d'un mortel qui ne correspond pas à leur préférence, ils doivent dépenser un niveau de volonté égal à leur sévérité de fléau. Sinon, ils vont carrément vomir le sang, ils vont être incapables d'apaiser leur faim. La préférence d'alimentation va aussi varier au sein du clan, ça sera pas la même pour tous les Ventrus. Certains vont rechercher des descendants d'une certaine nationalité, d'autres vont chercher des soldats qui souffrent de chocs post-traumatiques. Avec un test d'attributs, les Ventrus vont pouvoir ressentir si un mortel a les caractéristiques sanguines, on pourrait dire, qu'ils recherchent lorsqu'ils se nourrissent. Et aussi, c'est important, durant la création de personnages, d'établir c'est quoi la préférence du vampire lorsqu'il se nourrit. De la même façon, le Ventru ne peut s'alimenter de poches de sang ou d'animaux. Donc, il ne sera pas capable de s'alimenter de cette manière-là comme les autres vampires peuvent le faire. Une variante du fléau, si la première ne vous satisfait pas, c'est que les Ventrus subissent une pénalité égale à la gravité de leur fléau dans leur pool de dés lorsqu'ils font un test, dans le fond, contre un vampire d'une génération inférieure à eux, donc des vampires, on pourrait dire, plus âgés, là, plus anciens. Donc, ils doivent également dépenser une volonté égale à la gravité de leur fléau lorsqu'ils souhaitent attaquer directement un vampire d'une génération inférieure. Donc, l'idée de la hiérarchie de l'ordre est vraiment importante pour les Ventrus. Donc, ça peut être leur fléau, d'être incapable de résister ou d'attaquer un vampire plus ancien. Dans le même ordre d'idée, la compulsion du clan, oui, c'est l'arrogance. Donc, alimentés par leur bête intérieure et leur désir naturel de pouvoir, les Ventrus doivent forcer quelqu'un à obéir à un ordre qu'ils ont donné. L'ordre peut pas être donné par des moyens surnaturels comme avec la domination ou la présence, et jusqu'à ce qu'ils satisfassent aux exigences, dans le fond, ils reçoivent une pénalité de 2 dés pour toute action non directement liée au leadership. Donc, ils doivent forcer quelqu'un ou convaincre quelqu'un à suivre un ordre qu'ils donnent, sinon ils seront pénalisés sur tout leur jet de dés. Les archétypes d'individus qu'on retrouve habituellement dans le clan Ventru, on retrouve premièrement le mob boss, donc le chef de groupe criminel. Donc, grâce au crime organisé et à la manipulation, cette personne-là a progressé dans le monde souterrain des mortels. Donc, même vampire, ça peut être une bonne façon d'assumer le pouvoir dans le monde vampirique parce qu'il faut pas que tu sois connu. Donc, certains membres de leur clan pourraient tourner le nez à cette voie,
parce que c'est criminel puis c'est pas propre comme manière de faire de l'argent ou de dominer. Mais donc, ce ventru-là qui vit du commerce illégal, sait comment faire avancer les choses, que le sang coule ou non. On a aussi le dirigeant, celui qui dirige dans l'ombre. Donc, se cacher à la vue de tous, c'est le choix évident quand on est un vampire. Mais se cacher derrière des tonnes et des tonnes d'argent et les affaires, c'est un moyen de survivre encore plus plaisant pour les ventrus. Donc, le directeur dans l'ombre, on pourrait dire, contrôle son entreprise d'une main de fer, mais il est capable de pas se salir les mains directement. Il va rarement faire des choix éthiques pour diriger son entreprise. Quand le pouvoir est sur la table, il va le prendre, mais tout ça, dans le fond, de manière plutôt cachée, c'est le chef d'entreprise que personne ne connaît, en fait. On retrouve aussi dans les archétypes l'homme politique. Donc, le clan des rois a toujours été considéré, ou a toujours considéré le pouvoir comme le moyen de maintenir le statu quo, la société telle qu'elle est maintenant. Cet archétype-là va utiliser la loi des mortels pour influencer la forme des villes, utiliser leur statut pour influencer les politiciens des différents partis, les journalistes pour qu'ils poussent dire la pression sociale d'un certain sens, l'opinion publique aussi dans un certain sens, et tout ça pour couvrir la mascarade. Donc, que ça soit carrément un homme politique, que ça soit un conseiller politique ou un donateur, un riche donateur qui est plus de l'ordre d'un lobby politique, c'est des gens qui vont utiliser ces lois-là, le mode de gouvernement des sociétés mortelles pour influencer la société, pour continue de masquer la société vampirique. Finalement, on retrouve aussi les aspirants. Donc, tous les ventrus n'ont pas atteint les nobles attentes qui leur étaient fixées. De nombreux ventrus sont des petits débutants encore, ils ne sont pas des riches hommes d'affaires nécessairement, ou femmes d'affaires nécessairement. Donc, cet archétype-là cherche à utiliser ses compétences pour construire un empire commercial ou autres au cours des prochaines années. Donc, on a les débutants, les jeunes entrepreneurs aussi, on pourrait dire, qui peuplent les rangs du clan. Au niveau de la culture, on pourrait dire que les ventrus sont juste derrière le clan Trémyre pour, en ce qui a trait, dans le fond, à l'organisation et l'interrelation au sein même du clan. Donc, ils sont fiers du fait que chaque membre du clan a sa place et c'est exactement où il se situe au sein du clan par rapport aux autres. Donc, chacun connaît sa place dans la hiérarchie. Hiérarchie très bien établie chez les ventrus. Pour les ventrus, c'est pas seulement, on pourrait dire, l'ancienneté qui fait gravir des échelons. Donc, il y a vraiment une très grande question de mérite dans la hiérarchie des ventrus. Donc, les membres peuvent évoluer dans ce système-là qui est vraiment beaucoup basé sur l'honneur, mais honneur très différente de celle des gangrels, on s'entend, selon leur capacité et leur fortune. Donc, les ventrus estiment que un système comme ça offre plus de flexibilité, permet de repérer aussi les nouveaux talents, de donner plus de pouvoir aux nouveaux talents au sein du clan et de récompenser donc ceux qui le méritent. Les anciens du clan signalent souvent cette facette-là de leur système organisationnel ou de leur hiérarchie aux jeunes vampires qui sont frustrés de leur succès médiocre, on pourrait dire, là, dans leur propre non-vie puis dans la hiérarchie vampirique. Reste que le système fait un peu miroiter une réalité qui est peu accessible pour les jeunes vampires. Lorsqu'on vit depuis des millénaires et des millénaires, habituellement, on a acquis depuis longtemps une renommée, une fortune qui a peu d'égal. Nos tentacules sont allés profondément dans les différentes sphères de pouvoir qui nous permet d'être au sommet de la pyramide, la hiérarchie des ventrus, versus un nouveau vampire qui a juste sa petite vie mortelle derrière lui et très peu d'avoir. Donc, c'est quand même un système qui avantage beaucoup les anciens vampires, qui ont plus de puissance, plus de richesse, plus de renommée, qu'il y a plus de gens qui leur doivent une dette aussi, qui est un système qui est très important pour les ventrus.
Donc oui, on fait miroiter la possibilité aux jeunes vampires d'avancement selon le mérite, un peu comme le système capitaliste dans le fond. Tout le monde n'a pas une certaine égalité des chances au niveau des avancements. La culture ventrue met fortement l'accent sur ce qu'il appelle la dignitas, donc mot latin qui signifie dignité. Donc les ventrus sont parfaitement conscients des aspects peu recommandables du pouvoir, même si certains vont tremper dans le crime organisé ou d'autres personnes vont utiliser des hommes de main pour forcer le pouvoir politique à agir selon leurs propres intérêts ou leurs intérêts à eux. Mais ce qui est important pour les ventrus, c'est de toujours se comporter avec dignité, avec grâce et avec honneur. Donc, peu importe dans quel cadre ils fonctionnent. Du moins, au moins publiquement, les ventrus prennent très au sérieux les agressions contre leur stature. Répandre des rumeurs, s'attribuer le mérite du travail d'autrui, insulter un ventru sans motif valable, du moins. Donc, que ce soit en privé ou en public, c'est seulement là, quelques-unes des façons dont on peut diminuer la dignitas. Agir ainsi, c'est vraiment un moyen sûr de se faire des ennemis ventrus. Ça peut en effet vraiment être la cause même d'une punition sévère ou d'une exclusion parfois même du clan. Alors que d'autres clans, comme les Trémères, vont être étroitement unis, ils vont soutenir souvent leurs membres, aucun clan n'a la même pratique, là, sans excuse, sans exception, que les ventrus, qui consiste à s'entraider en cas de besoin. Donc, de nombreux sang-bleus considèrent cette tradition-là comme le fondement même de la force de leur clan. Respecter les autres ventrus signifie de pas violer le territoire des autres, de pas rivaliser avec eux dans leurs propriétés, les propriétés établies, là, donc leur manière de maintenir le pouvoir, là, les différents commerces, par exemple. Et surtout, ne pas contester les dignitas, ne pas contester leur honneur, leur grâce, leur réputation. Ça signifie également qu'un ventru apporte de l'aide à un individu qui en a besoin, peu importe à quel point ça peut s'avérer gênant pour lui-même. Donc, la règle d'aider un autre ventru va tout le temps prioriser, on pourrait dire, sa propre dignité à soi-même. En tant que produit d'environ 5 millénaires d'évolution, ou d'éducation, de classe et de culture noble, les ventrus accordent une grande importance aussi à la politesse. Ça remplit des fonctions très importantes au sein du clan, notamment lorsqu'il s'agit de garantir aux membres individuels du clan de surmonter les petites différences personnelles ou les petits accros et surtout respecter la structure sociale. Par nature, les vampires, c'est des créatures qui vont être excitables, qui vont être enclines à entretenir des rancunes aussi, à réagir de manière excessive aux insultes. Ajouter à ça le respect du ventru moyen pour sa dignitas, là, la politesse devient non seulement une question de manière, mais aussi une question de survie pour les ventrus. Donc, interagir les uns avec les autres de manière sophistiquée, être poli, voire même distante, garder une certaine distance entre eux, contribue à atténuer la menace, la colère là, qui peut survenir à tout moment à cause de la bête intérieure. En tant que clan dévoué aux détails et à la tradition, les ventrus ont aussi réussi à accumuler un code de conduite suffisamment volumineux, on pourrait dire, là, pour remplir plusieurs livres de grandeur importante. On s'entend, ils n'ont jamais codifié leurs règles de politesse ici, là. Ils n'ont jamais écrit des volumes et des volumes sur la manière de se conduire, mais ces suggestions vont souvent être faites aux nouveaux vampires. Presque tous les vampires vont apprendre ces règles informelles-là. Et ça régit depuis longtemps la société du clan. Depuis la couleur des vêtements à porter lors des réunions du conseil d'administration jusqu'au type de cadeau à offrir lors d'une célébration. Donc, tout ça est fortement codifié par des règles de politesse pour maintenir cette dignité-là, cette hiérarchie-là et maintenir les apparences. Au niveau de l'étreinte, les ventrus sont généralement très sélectifs dans leur étreinte. Ils considèrent leur lignée et les traditions comme étant la plus
de la plus haute importance, donc ils ne vont pas transformer n'importe quel kidam. Donc, l'étreinte, c'est un rituel extrêmement important pour les sangs bleus, pour toutes les raisons que je vous ai mentionnées. Et la sélection, dans le fond, d'un candidat et d'un vampire va même jusqu'à affecter la position du sire dans la hiérarchie du clan. Donc, quel enfant tu choisis a un impact sur le propre respect, on pourrait dire, qu'on te donne. Donc, on apprend généralement aux enfants mentrus à admirer leur lignée vampirique, l'importance du clan aussi. Lorsqu'ils se saluent, les ventrus vont nommer non seulement leur sire à eux, mais leur grand-père et arrière-grand-père, et donc la lignée de sire qui a mené à eux. Ils vont aussi vanter les exploits de leurs ancêtres. Donc, la lignée de vampires est extrêmement importante pour les ventrus et ça fait partie, on pourrait dire, de leur fierté. Donc, de nombreux sires vont soumettre leurs enfants, dans le fond, à des tests pour s'assurer qu'ils sont dignes du clan. Donc, le clan n'est pas reconnu pour tolérer l'échec. Donc, même avant de transformer un candidat en vampire, souvent le sire va chercher à lui faire passer des tests pour s'assurer d'avoir choisi un bon candidat. Même après l'étreinte, donc le jeune vampire doit subir ou suivre un programme d'entraînement assez sévère, assez exigeant, connu sous le nom d'agoge, afin d'être accepté en tant que membre du clan en bonne et due forme. Donc, il doit apprendre rapidement les tenants et les aboutissants de l'étiquette du clan vampirique, les traditions ventrues, tout en apprenant à maîtriser aussi le potentiel de ses propres disciplines, de ses propres pouvoirs, découvrir sa place au sein de la Camarilla et de la société vampirique. Donc, l'agoge exige que le sire teste constamment son enfant, l'interrogeant sur les faits, remettant en question aussi la compréhension qu'en fait le jeune vampire. L'échec, les faux pas vont entraîner des insultes cinglantes du sire envers son enfant, parfois même des douleurs physiques. Donc, on va maltraiter physiquement autant que psychologiquement son enfant lorsqu'il échoue ou lorsqu'il se trompe. Lorsque le ventru est finalement jugé acceptable par son sire, il va être présenté officiellement devant le prince du domaine et donc va avoir passé la première partie de l'agoge. Après une autre période de formation, le jeune ventru se prépare. On le prépare pour se présenter devant le conseil des ventrus cette fois-ci et par la suite, s'il est accepté, ce qui est souvent le cas rendu là, il va pouvoir aller démontrer qu'il est capable de créer son propre domaine. Au sein de la société mortelle, on pourrait dire que les ventrus sont les pionniers en termes de pouvoir et de richesse. Ils vont disposer de pions bien placés dans la société mortelle, autant dans la société vampirique, dans la finance, dans les clubs très exclusifs aussi. La plupart des ventrus sont plus capables de diriger le monde humain comme ils le faisaient autrefois, là, à l'avant-scène. Donc, beaucoup vont devenir hésitants même d'être président de conseil d'administration ou d'être le dirigeant visible de leur communauté. Donc, pour des raisons de sécurité, nombreux sont ceux qui vont, à contre-cœur quand même, là, choisir d'exercer le pouvoir à partir des ombres en maniant leurs pions. Donc, ils vont assumer souvent le rôle de banquier, d'associé silencieux, de directeur fantôme, de PDG solitaire, par exemple. C'est quand même à considérer que tous les ventrus ne vont pas prendre en compte cet avertissement-là. Certains vont mener leur domaine d'entreprise toujours très ouvertement, vont être indifférents, dans le fond, au changement des temps, donc peuvent devenir des vedettes de TikTok et des réseaux sociaux là, sans aucun problème. Dans la société vampirique, pour de nombreux ventrus, sans eux, il n'y aurait carrément pas de Camarilla. Donc, ils se considèrent comme les dirigeants des vampires, et c'est pas une simple notion un peu abstraite pour eux, là, mais c'est leur destin de diriger le monde vampirique. Pour eux, il n'y a aucun autre clan qui a la sagesse, la retenue, le contrôle, la lignée nécessaire pour assumer un tel pouvoir. Les ventrus savent également qu'ils sont une des plus grandes influences, voire la plus grande influence de la Camarilla, surtout depuis l'exode des Brujahs et l'arrivée des Lasombra et des Banu Hakim.
Ils partagent pas librement leurs richesses, mais ils vont utiliser leurs richesses pour acheter de l'influence, calmer les adversaires, gagner des partisans, vivre la grande vie aussi. Donc, c'est pas l'accumulation de richesses qui est importante, c'est la bonne utilisation de leurs richesses. Le clan lui-même s'intéresse à la lignée, aux sociétés humaines aussi qu'ils ont influencées. On parle de Sparte, de Rome, de l'ancienne Italie, de l'Empire britannique. Donc, les exploits du passé influencent pour eux l'avenir. Ils sont convaincus d'être un cran au-dessus des autres vampires. Quelle que soit la secte ou la faction, les Ventrus vont s'efforcer généralement d'étendre leur pouvoir, de trouver des nouvelles connexions, de devenir des alliés idéaux aussi. Alors que les Sang-Bleu, donc les Ventrus, peuvent considérer d'autres vampires plus modestes comme des obstacles ou des rivaux, ceux qui vont considérer comme des alliés vont bénéficier souvent de la proximité du pouvoir. Donc, avoir un Ventru dans sa coterie peut être vraiment très favorable parce que quand tu es allié à un Ventru, tu vas bénéficier de portes ouvertes qu'offrent leur position. Et à leur tour, les Ventrus vont bénéficier du fait que leurs alliés s'alignent sous eux. Donc, ils vont s'affirmer sous le parapluie de leur propre pouvoir. Concernant les différentes factions, les Ventrus semblent être l'incarnation même de la Camarilla. Donc, ils se considèrent destinés à diriger les autres vampires. Donc, les Ventrus, qui sont dans la Camarilla, détiennent aussi le plus grand nombre de principautés. Donc, ils sont à la tête du plus grand nombre de domaines de la Camarilla que tout autre clan. Les anarques Ventrus se disent libres d'adorer et d'adhérer aux règles qu'ils veulent. Donc, libres de donner du respect au prince ou non, mais s'ils le font, c'est par respect. Libres du joug de leur père aussi. Donc, les Ventrus qu'on retrouve chez les anarques vont habituellement mépriser tout ce qui concerne la lignée, l'âge, l'importance donnée à l'ancienneté, qu'on retrouve beaucoup dans la Camarilla. Donc, le mouvement anarque, bien qu'ils sont en nombre très limité, là, je tiens à dire, chez les anarques, la plupart des Ventrus qu'on va retrouver chez les anarques vont chercher à devenir barons, donc dirigeants de leur petit domaine, vont être des exécutants ou des balayeurs, là, donc vont avoir des postes quand même de pouvoir au sein du mouvement anarque. Donc, les vampires chez les anarques ne leur font pas entièrement confiance, tellement ils sont l'incarnation de la Camarilla, mais beaucoup utilisent donc leurs compétences en leadership pour guider les groupes à la guerre. Donc, c'est quand même un avantage chez les Ventrus, là, cette habileté-là au leadership. Donc, on va souvent leur donner des postes et profiter de leur qualité de leadership dans ce mouvement-là qui se veut révolutionnaire. Alors, voilà, ça fait le tour de la vidéo sur les Ventrus, le clan des Sang-Bleu, des dirigeants, des éternels chefs au pouvoir. Encore une fois, si vous avez des commentaires sur le clan, si vous l'avez déjà joué, si vous voulez parler d'un personnage que vous avez fait qui rentrait dans ces archétypes-là ou qui sortait totalement des archétypes, gâtez-vous. On aime tout le temps ça, se faire inspirer par vos personnages. Si vous aimez les vidéos du genre, un petit pouce en l'air, ça nous encourage tout le temps. Abonnez-vous à la chaîne pour rien manquer. Et si vous voulez voir les prochaines vidéos sur les clans en avance, vous pouvez venir faire un tour sur notre Patreon. Toutes les vidéos sont mises une semaine en avance pour le bonheur de nos chers membres. Donc sur ce, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos parties de jeux de rôle et on se dit à la prochaine. Bye!